Bonsoir à tous les amis, ou bonjour à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les valeurs sûres. Donc, comme j'appelle ça toujours je dis, quand on parle de douleur, pour gérer la douleur, je vais dire les meilleurs trucs, c'est les moins chers. Et dans les valeurs sûres, on a évidemment le froid qui est pas assez mis en avant au niveau de ses bienfaits. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est bénéfique. Et le chaud, qui est plus connu pour ses bienfaits antidouleurs que le froid, même si les deux ne vont pas agir sur les mêmes voies. D'accord? Et donc on va faire un petit panorama des bienfaits potentiels et des voies nerveuses qui sont empruntées et un petit peu au niveau légèrement des mécanismes d'action. D'accord? Donc je rebondis brièvement sur la vidéo que j'ai sortie précédemment qui s'intitule l'acupuncture réinventée, l'acupuncture sans aiguille. Et du coup, j'ai retrouvé ça que j'avais mis de côté et je tenais à vous le montrer parce que c'est pas très connu. Ça s'appelle un marteau à prunier. Et donc si vous regardez, c'est plein de petites aiguilles et en fait ça c'est japonais. C'est japonais, je vous le montre parce que c'est une très très vieille technique. C'est une médecine ancestrale japonaise. Et en fait, ils tapaient comme ça la peau. Et c'était utilisé... donc c'est de l'acupuncture, mais un peu plus dynamique avec ce truc de je vais taper de manière répétée sur la peau pour désensibiliser, si tu veux, les fibres nerveuses à delta. Comme je vous en ai parlé au niveau de la piqûre, des douleurs aiguës, courtes, etc. Qui après, si la douleur continue, on passe dans la fibre C. Et donc la fibre C, c'est la fibre des douleurs chroniques, si tu veux. Et on est sur une sensibilisation centrale du réflexe de retrait via cette fibre quand il y a une douleur chronique. Et donc le problème, il est effectivement dans le mouvement lui-même. On est sur un problème de mémoire et donc de mouvement. Parce que qui dit mouvement, il faut que j'ai l'intention de le faire, puis je le planifie et enfin je l'exécute. Et la douleur, c'est un souci de planification de mouvement avant d'être un problème d'exécution. Donc il y a bien un mouvement qu'on n'arrive plus à exécuter, c'est pour ça on a mal, mais on ne peut pas l'exécuter tant qu'on n'arrive pas à le planifier. Et pour pouvoir le planifier, le schéma moteur, il faut le corriger. D'où l'importance de trouver, de mettre en autonomie la personne, comme je le fais en cabinet, pour faire en sorte que la personne puisse répéter un mouvement juste et corrigé et auto-contrôlé. Et moi, je lui apprends à faire son mouvement de manière auto-contrôlée en essayant de reprendre cette sensation du mouvement, en ayant sûr d'engager de manière préalable le périnée et le transverse si c'est nécessaire, si c'est un gainage par exemple, et surtout de garder son contrôle postural, c'est-à-dire son alignement, que ce soit au niveau des genoux, du bassin, des hanches, de la colonne, etc. D'accord. Donc c'était une petite, donc c'est juste un petit outil que je tenais à vous présenter pour vous dire que ça fait longtemps, ça fait des millénaires que les médecines ancestrales asiatiques, par exemple, étaient au courant que la douleur soigne la douleur, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas parce que c'est douloureux que c'est grave ou que c'est mal. C'est que la douleur, elle est nécessaire. L'ennemi, c'est pas la douleur, c'est l'expression pathologique, l'ennemi. C'est différent. Et donc cette expression pathologique, c'est juste une réponse comportementale à l'environnement auquel le corps pense être, donc où le corps est potentiellement ou pas. Parce que je vous ai dit, le cerveau, il imagine les choses. Et s'il les imagine, pour lui, il ne fait pas de différence avec la réalité. Donc ce qu'il imagine, pour lui, c'est vrai. Et donc il va falloir hacker ce cerveau en réunissant le maximum de facteurs. Donc, je vous ai fait plusieurs vidéos où j'aborde ces thèmes de manière beaucoup plus détaillée. Mais je tenais à vous faire ce petit rappel. Donc les bienfaits, si vous voulez, on va commencer par les bienfaits du froid. D'accord. Donc le froid, il a des bienfaits différents que le chaud. Les deux ont des bienfaits, mais on ne va pas taper dans les mêmes voies nerveuses et on ne va pas avoir les mêmes bienfaits. Moi, en général, j'aime bien dire d'alterner. Je conseille souvent aux gens d'alterner. Le froid, le chaud, le froid, le chaud. Je sais qu'il y a certaines études de kiné, notamment au niveau de l'ITMP,
qui nous disent que le froid a des bienfaits que les 48 premières heures au niveau de l'inflammation et que tout de suite après, on peut passer au chaud. Mais moi, je suis pas d'accord dessus. Je pense que le cerveau, il s'habitue de toute façon aux stimulus. On voit qu'il s'habitue aux opioïdes, on voit qu'il il développe une certaine tolérance et donc du coup l'effet est moindre. Parce que comme il s'habitue à ce stimulus, le cerveau n'arrive plus à changer son émotion. Parce que l'attention, il s'est habitué, il y a une habituation. Et donc, il n'arrive pas à changer son attention parce qu'il n'arrive pas à changer ses émotions parce qu'il est habitué à ce stimulus. Donc c'est bien d'alterner, comme ça on va taper différents bienfaits et en plus on va éviter ce phénomène d'habituation. Donc souvent ce que je conseille aux gens c'est de faire des massages, des étirements, du froid, du chaud, des tapis d'acupression, des cataplasmes d'argile, des stylos sans aiguille, de varier les interactions, de varier les moyens de moduler le message de douleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Le froid, personnellement, moi je ressens plus les bienfaits que le chaud. Mais ça dépend les gens et ça dépend le temps. Je sais que moi, vous savez que j'ai des douleurs chroniques depuis que j'ai 26 ans, j'en ai bientôt 34. Et je sais que quand j'ai commencé à avoir mal, je mettais du chaud et je sentais vraiment mon cerveau se calmer. Et je sais qu'au fil des années, le chaud, maintenant, ça me fait ni bien ni mal, tu vois. J'ai plus ce truc où mon cerveau déconnecte. Et par contre, le froid, il n'est pas habitué et je sens plus le bienfait. D'accord ? Donc le froid, ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, c'est que quand on parle de douleur chronique, en réalité, on parle de spasticité. On parle de spasticité, et ça, il n'y a que moi probablement qui vous le dira, parce que vous comprenez que le muscle, il est ou contracté ou relâché. Il ne peut pas être les deux en même temps. Quand il y a un muscle qui est en surtension, qui fait mal, il est les deux en même temps. Il est ni totalement relâché, sinon il ne ferait pas mal. Il est ni totalement contracté, sinon il se relâcherait sur lui-même. Parce que le muscle a un effet rebond. Et donc un point trigger, c'est un potentiel d'action qui est piégé. Et donc le potentiel d'action ne peut pas se libérer. Je vous ai expliqué ce que c'est la loi du tout ou rien. Vous avez une barre comme ça, vous avez ce graphique. Temps, intensité. Et bien, si je stimule assez, mon potentiel d'action, je l'excite. Il est en potentiel de robot, mais si je l'excite, boum, le réflexe, il se lance. Le potentiel d'action, il monte, il est assez stimulé, il monte. Et donc, si je trouve la bonne temps-intensité, eh ben, ce réflexe, je vais toujours avoir les mêmes caractéristiques de ce réflexe si l'intensité, temps-intensité, c'est la bonne. Et le souci d'un point trigger, et donc d'une douleur chronique, parce que les points trigger sont dans les douleurs chroniques, ils font partie, en tout cas, de ce tableau clinique de sensibilité cutanée, de dissociation cognitive, de perte d'activation musculaire, parce que le point trigger empêche le muscle de s'activer, comprime la facette articulaire, empêche l'étirement complet du muscle, le met en faiblesse de protection et le met en faiblesse d'endurance. Et donc c'est de la myotrophie et donc ça ne se voit pas en imagerie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de corrélation entre la douleur et la lésion tissulaire. D'accord. Et donc le point trigger, ce qu'il fait, c'est qu'il excite trop le muscle. Il fait une dysfonction de la pompe à calcium. Et vous comprenez que le calcium, c'est ce qui fait que le muscle se contracte, c'est de la signalisation cellulaire. Et le magnésium, c'est ce qui fait que le muscle se relâche. Et vous êtes sur une galère de turnover au niveau des fibres musculaires et vous êtes sur une dysfonction des pompes ioniques membranaires. D'accord ? C'est-à-dire les canaux de la cellule. Les cellules, comme je vous l'ai dit, ne se parlent plus correctement. Elles font plus de crosstalk. Parce que le point trigger, c'est une hypoxie locale. L'oxygène ne passe pas. Si l'oxygène ne passe pas, l'influx nerveux ne passe pas dans le muscle ne peut pas s'activer. Et on sait que le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Et donc vous êtes sur ce phénomène où vous êtes sur une exagération des réflexes tendineux et proprioceptifs, un déséquilibre statique et dynamique dans le couple de force. Agoniste-antagoniste, moteur-frein. Le moteur peut pas être plus puissant que le frein. Vous vous rappelez ? L'antagoniste programme le mouvement global du couple de force, il n'assure pas que la rétroaction. Quand les agonistes se contractent, les antagonistes se relâchent. D'accord ? Et vous êtes sur ce couple de force qui est bloqué. Et donc, vous êtes sur de la spasticité en réalité. C'est-à-dire que vous avez un muscle qui est inhibé, si on veut, mais de manière hyperactive. Donc, il est hyperactif, il est hyper tendu. Et donc, il fait mal. Et donc, il y a une paralysie au niveau de la moelle épinière en réalité. Vous êtes sur une forme de spasticité par rapport à c'est une paralysie médulaire en réalité, la douleur chronique, d'accord ?
c'est que le cerveau n'arrive plus à freiner ce qui monte le long de la colonne vertébrale parce que la moelle épinière, elle parle déjà avec la peau et c'est un arc spinal auto-perturbé, auto-parasité, auto-entretenu. Et donc, le muscle, sa vitesse, elle change. C'est pas la bonne. Il est hyper réactif. Donc, le muscle, il va trop vite. Il va trop vite, mais surtout, il s'épuise puisqu'il va trop vite. Donc, il est suffisamment tout le temps contracté pour ne pas s'atrophier. Donc il garde une certaine force, il ne s'atrophie pas, mais vu qu'il ne se repose jamais, il ne s'oxygène pas, il fatigue quand même. Donc il n'a pas de force que ça, il a surtout pas d'endurance. Et donc la douleur, c'est plus un problème d'endurance de la fibre que de force. Parce que si on n'a pas d'endurance, on ne peut pas être mobile. Et je vous l'ai dit, soyez mobile avant d'être fort. Et donc, vu que le muscle va trop vite, vous comprenez, dans son fuseau, le froid et la vitesse du muscle changent sa force aussi, d'accord ? Et la qualité de la contraction permet le relâchement du muscle. Plus le muscle va se contracter correctement, plus son relâchement sera effectif. Et donc, je vous ferai une vidéo que sur la toxine botulique pour vous dire pourquoi c'est de la merde et pourquoi c'est pas une solution à long terme. Et donc, si c'est pas une solution à long terme, c'est pas une solution tout courte. Et donc le froid ralentit cette vitesse du muscle. Le froid, moi je trouve qu'il va être très, très intéressant parce qu'il va faire une vibration dans le fascia. Et il va agir jusqu'au niveau articulaire. Donc moi le froid j'aime beaucoup, je vous dirais plus quand c'est des douleurs articulaires, mais aussi pour combattre cette hyperréactivité musculaire. Et donc même si le froid, je sais que c'est inconfortable, il va booster votre système immunitaire. Il va stimuler la production de globules blancs, renforçant les défenses immunitaires. Il va améliorer la circulation sanguine. Il va pousser le corps à activer sa circulation pour maintenir sa température corporelle. Donc ça va améliorer le flux sanguin et les vaisseaux. Le froid, bien entendu, comme le chaud, c'est un anti-inflammatoire naturel. Donc il peut réduire les inflammations et les douleurs. D'accord ? Et donc vous vous rappelez qu'il y a 3 types de douleurs, les inflammatoires, c'est-à-dire des douleurs qui sont plus nocturnes, des raideurs articulaires, des raideurs qui durent plus de 30 minutes le matin. Donc quand on parle d'inflammation, on parle en général d'arthrose, mais le cartilage n'est pas énervé, il est insensible à la pression, techniquement il ne peut pas être douloureux, c'est l'inflammation que l'arthrose génère qui pose souci. Le cartilage, il est insensible à la pression parce qu'il n'est pas énervé, il peut donc techniquement pas être douloureux. Donc le problème, c'est pas l'arthrose, c'est les forces de tension musculaire autour. Parce que l'articulation, elle est contrainte. Parce que la musculature, elle comprime la facette articulaire, elle ne permet pas ce centrage articulaire vu qu'il n'y a pas d'équilibre entre les couples de force et les chaînes musculaires. On est sur un souci de synergie, de coordination musculaire et de posture antigravitationnelle. Et les muscles antigravitationnels sont les antagonistes parce que c'est les programmateurs du couple de force. C'est les freins. Et les moteurs ne peuvent pas être plus puissants que les freins. C'est pour ça qu'on a ces postures enroulées et qu'on part en avant comme des cons. Vous comprenez ? Donc le froid va être un anti-inflammatoire naturel. Pour ceux si certaines personnes pensent à perdre du poids, je sais que ça peut être intéressant parce que le froid va inciter le corps à brûler les calories. Donc le froid, ça utilise de l'énergie. Donc c'est bien. D'accord ? Vous entraînez votre corps, sa résilience, sa volonté. Donc ça va améliorer l'humeur, les bains froids, les douches froides. Ça va stimuler cette libération d'endorphines. Je vous l'ai dit, le cerveau sécrète des endorphines endogènes, c'est-à-dire des molécules pour vous calmer, des drogues. Et oui, le cerveau crée ses propres drogues. Donc la drogue, c'est pas mal. Le corps lui-même sécrète des drogues. Je vous rappelle que quand on dort, on a le plus puissant des psychédéliques du monde dans notre cerveau, la diméthyltryptamine, qui est, si tu veux, une cousine de la sérotonine, de la mélatonine, qui permet les rêves. Donc la molécule du rêve, c'est un psychédélique, c'est le plus puissant de la Terre. Donc quand on dort, on a déjà une drogue qui circule librement dans notre corps. Et étrangement, cette drogue, même si elle est endogène, quand elle est produite par la nature de manière naturelle, comme c'est le cas de l'ayahuasca, ou la psilocybine qui est moléculairement très proche de l'ayahuasca, donc de la diméthyltryptamine, et donc de la diméthyltryptamine, vous n'avez qu'une petite branche en plus, si j'ai bonne mémoire, vous voyez, on est analoguement très proche, et bien on va l'interdire. Donc
on est face à des lobbies pharmaceutiques qui interdisent des plantes qui produisent des molécules endogènes que nous fabriquons déjà et volontairement ne les encadrent pas parce que ça crée des nouveaux neurones. Et s'il y a des nouveaux neurones, on peut apprendre des nouveaux schémas moteurs. En plus, il y a une charge émotionnelle, d'accord? Parce que c'est les analogues à la sérotonine et la sérotonine, c'est ce qui fait tous les souvenirs dans un cerveau via le CREB, le facteur de transcription universelle génétique de tous les souvenirs. On rappelle que la sérotonine est synthétisée à 95% par l'intestin, que le vrai cerveau, c'est pas le cerveau, c'est le putain de ventre. Le ventre, c'est pas le deuxième cerveau, c'est le premier cerveau. Parce que le ventre, c'est la préservation de la vie organique, l'intelligence d'un chat ou d'un chien. Le ventre peut vivre sans le cerveau, l'inverse n'est pas possible. Le ventre, le ventre, il est protégé par le psoas, qui est le gardien de l'intégrité biologique, qui est le muscle qui a le plus de nerfs impliqués dans les réponses de combat et de fuite, réflexe archaïque de la position fétale. Il y a un danger, je me mets en boule. D'accord? Et donc, quand on a froid, trop froid, on se met en boule. Donc, de toute façon, c'est toujours pareil. Il va falloir doser le froid. Donc, vraiment, le froid va créer des hormones, va stimuler la fabrication de nouvelles hormones de relaxation. Voilà. Donc le froid, on sait que pour dormir, il ne faut pas que la pièce soit trop chaude. En général, on dit 19 degrés. Donc une pièce qui est fraîche, ça va permettre un sommeil plus profond et réparateur. Donc le froid, moi en général, je le conseille plus, vous avez compris, pour les douleurs articulaires et quand vous avez ce phénomène de spasticité, ce phénomène d'hypertonie. Et les points triggers, que ça soit qui touchent les fibres de type 1, c'est-à-dire les fibres lentes, d'accord, qui marchent au sang, qui sont rouges, ou les fibres de type 2, qui sont blanches, qui sont rapides, puissantes, mais pas endurantes, contrairement aux fibres de type 1. Le point trigger va faire de l'hypertonie sur ces deux types de fibres qui peuvent être touchées, distinctes, ou mélangées. Vous avez des ratios, d'accord. Et donc le froid va vraiment agir sur cette plasticité, sur cette caractéristique d'hyperactivité. Donc le froid va surtout être intéressant en réadaptation. Moi je parle pour la réadaptation là. Par exemple, quand tu veux faire un exercice physique à quelqu'un qui a de la spasticité ou une trop grande douleur articulaire, il va falloir quand même remettre le membre en mouvement à un moment donné. Le plus tôt possible, c'est le mieux. L'immobilisation, c'est du poison. D'accord. Eh bien, vous avez ces bonbonnes de cryo là. Et vous pouvez profiter de ce froid généré sur la peau, de cette inhibition, donc cette antidouleur, en plus de cette réduction d'activité musculaire, pour faire de l'exercice physique à quelqu'un. Donc vous avez vraiment une courte fenêtre de 10-15 minutes, quoi, même pas, de réadaptation. Mais imagine, je suis arrivé à quelqu'un avec de la spasticité. Je lui mets du froid, je lui mets des glaçons, je lui mets des manchons cryo ou une bombe cryo, peu importe. Et bien si je profite de cette fenêtre de froid perçue au niveau de la peau, parce que la peau module le message de douleur et cette contraction musculaire inconsciente, et que je fais des exercices à quelqu'un pendant 1 mois et demi, 2 mois, sous froid, pendant que je fais ce mouvement, je risque d'augmenter sa capacité d'apprentissage et je vais réduire potentiellement cette spasticité, parce que je vais lui réapprendre à percevoir son membre correctement. Le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer, c'est pas de le botoxer. Parce que seul l'état contracté du muscle coupe le signal du fuseau neuromusculaire. Et donc la toxine botulique, c'est une paralysie flasque. Donc le muscle ne va pas se lâcher. Puisque je vous l'ai dit, la qualité du muscle induit son relâchement. Donc qu'est-ce que je vais l'immobiliser? Qu'est-ce que je vais lui faire faire du repos? Le repos, ça n'a jamais soigné personne, ça ne va jamais soigner personne. Dans rien du tout. Ce qu'il faut, c'est du stress. Du bon stress, du stress quantifié. Il faut doser la contrainte, comme d'habitude. D'accord? Donc le froid, en plus de ça, il va agir, je vous avais dit, au niveau graisse brune, graisse blanche. Donc la graisse blanche, c'est la graisse la plus commune qui est stockée sous forme d'énergie. Donc c'est une réserve énergétique pour le corps et joue un rôle dans l'isolation et la protection des organes. Cependant, quand on a trop, vous avez des soucis d'obésité ou de maladies cardiovasculaires. Et vous avez la graisse brune, qui est beaucoup moins abondante, mais qui a un rôle très différent. Donc cette graisse brune, je vous l'ai dit, elle est spécialisée dans la production de chaleur. C'est la thermogénèse. Génèse, je génère. D'accord? Comme neurogénèse, je fabrique mes nouveaux neurones. D'accord? Donc elle permet au corps de brûler des calories pour se réchauffer en réponse au froid. Donc elle est activée dans des conditions froides et contribue à maintenir la température corporelle.
Donc le froid va stimuler cette activité au niveau des graisses brunes. Donc plus j'ai de graisses brunes, eh ben, et même la graisse blanche peut devenir plus ou moins brune, ça a un nom, mais j'ai oublié, ça a un nom ce truc-là. Et en tout cas, la graisse brune, elle est près de la colonne vertébrale. Donc elle va être utile au niveau de la mobilité de la colonne, vous comprenez, et au niveau du cou. Et la graisse brune, plus je vais en avoir, plus je vais entraîner mon corps à créer son propre chaleur, plus j'ai de chaleur, meilleure j'ai une circulation sanguine, meilleure est la circulation sanguine, meilleur j'ai un transfert d'hormones, meilleur j'ai un transfert cellulaire, meilleur j'ai une réponse immunitaire. Vous comprenez, parce que plus j'ai d'oxygène, moins mon cerveau stresse, meilleur il répond, meilleurs sont les influx nerveux. Il faut que ça circule, vous comprenez. Donc le froid va être bénéfique pour la circulation de l'information nerveuse, en réalité. Parce que le froid va stimuler ce chaud, et ce chaud permet de limiter l'inflammation. Et donc l'inflammation, ça permet, vu que c'est pas inflammé, ça permet de créer de l'espace, de ne pas faire qu'il y ait d'adhérence, vous comprenez. Ça permet de créer de l'espace et de permettre cette libre circulation des nutriments, des hormones, etc. Donc je sais qu'on parle souvent des douches, mais moi je préfère les bains froids aux douches. Donc je vous écrirai une référence je vous écrirai 2 références pour le froid en description. Je vous écrirai le bain froid Loose K2. Vous avez le Jolt aussi, c'est à peu près pareil. Moi j'ai acheté le Loose K2 pour moi. Je trouve qu'il est très bien. Vous avez plusieurs gammes, c'est pas cher. Vous pouvez même le mettre dans un appart, dans un jardin, etc. Attention au balcon parce que ça pèse lourd. Hein. Donc soyez sûr d'être aux normes et que ça supporte. Ce qui est mieux avec le bain froid que la douche, c'est que c'est plus homogène au niveau de la répartition du froid. Donc l'effet analgésique il est plus grand. L'effet anti-inflammatoire il est plus grand. L'effet antidouleur, etc. antalgique il est plus grand. Le froid va anesthésier les fibres nerveuses au niveau de la douleur. Vous comprenez ? Et donc je vous conseillerais le Loose K2. Je ne le connais pas, le jeune qui a inventé ça, mais c'est vraiment, je trouve que c'est pas cher, c'est du bon matériel. Vous pouvez le répéter et donc apprendre pour votre cerveau, contrairement à 3 fois par semaine, un ostéo une fois tous les mois. Vaut mieux investir dans du matériel. D'accord ? Un kiné 3 fois par semaine, pourquoi pas, mais ça va pas être suffisant si vous ne modulez pas le message de douleur à côté, et si vous dormez pas, et si vous êtes stressé, et si vous n'avez pas le cadre, et si vous ne faites pas d'exercice quotidien adapté à votre maison suivant votre étiologie, c'est-à-dire la cause de la cause. Donc si j'ai pas l'étiologie, la cause de la cause, forcément je peux pas avoir un protocole d'exercice adapté et pas trouver les bons exercices, vos bons exercices, parce que votre schéma de compensation il est unique. D'accord ? Et donc le froid n'est qu'un outil. Donc le froid, le chaud, c'est des bons outils, mais c'est que des outils. Vous comprenez, ils sont complémentaires et ils s'inscrivent dans une approche globale et multidimensionnelle de votre pathologie, qui n'est qu'une expression pathologique. C'est-à-dire, elle dépend de l'environnement, des facteurs environnementaux qui lui disent il y a un danger, je réponds mal. Je réponds mal parce que je pense que c'est la vérité. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il pense être vrai et ce qui est réel, vous comprenez ? Et donc il fait une réaction disproportionnée. C'est ça une maladie auto-immune en général. C'est une réaction disproportionnée. Parce que les stresseurs ordinaires, ils n'ont pas les bons niveaux d'alerte. Et ces stresseurs ordinaires, ils sont médiés, si tu veux, indirectement par les nocicepteurs au niveau de la peau, qui a un lien de manière immunologique directe. Il fait froid, mes poils s'hérissent, il fait chaud, je transpire. Donc la peau, c'est la grande oubliée des ouvrages scientifiques, je vous l'ai dit. Et donc ce qui va être utile, c'est vraiment sur quoi ça va agir, c'est effectivement ce nocicepteur TRPV1 qui va gérer la température. Et quand il y a une douleur chronique, c'est le TRPV1 et le TRPA1 qui prennent dans leur gueule, et le TRPA1 il se co-exprime avec le TRPV1. Et donc le TRPV1, je vous l'ai dit, c'est la température, le TRPA1 c'est la pression barométrique, je t'appuie, t'as mal. C'est pour ça qu'on sent l'humidité. Donc on sent l'humidité, c'est pas l'articulation qui sent réellement l'humidité, c'est la peau qui la sent. Et de toute façon, c'est les deux après. Vous comprenez ? Ça résonne. Et pour le froid, deuxième chose que je vous conseille, qui est pas cher, c'est Actipoche de chez Cooper. Vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez en pharmacie. Vous savez, c'est les poches de glace. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez les faire froides et chaudes. Donc, le bain froid, je vous conseille de vous habituer doucement. Commencez par 1 minute ou 2. Surtout, sortez du bain froid. Si vous avez des frissons, demandez à votre médecin. Des fois, le froid, c'est pas anodin. Ça peut être dangereux. Hein. Vous pouvez vous évanouir dans un bain froid. Donc essayez d'être assisté par un ami, quelqu'un de votre famille. Attention si vous avez des problèmes vasculaires quand même au froid, ou cardiaques, vous comprenez. Donc lisez bien
le FAQ, lisez bien les FAQ et les contre-indications au bain froid. Et allez-y progressivement. C'est comme toujours, c'est l'habitude. Parce que le corps va s'entraîner à créer sa propre chaleur. Donc il faut qu'il s'habitue, vous comprenez. Donc vous commencez petit, 1 ou 2 minutes par jour. Et petit à petit, vous augmentez le temps. Vous augmentez le temps petit à petit. Et même que les pieds. Vous commencez que les pieds, et après vous montez, vous comprenez. Avant de mettre votre corps entier, si ça vous va. Soyez progressif à votre rythme, et que si ça vous va. Ce qui est bon pour moi, c'est peut-être pas bon pour vous. Ce qui est bon pour moi, pour vous, c'est peut-être pas bon pour moi. Vous comprenez, chaque cas est différent. Il n'y a pas de standardisation. C'est que des outils, à vous de les adopter, de les adapter, et de vous les approprier à votre convenance. Donc Actipoche de chez Cooper, vous allez pouvoir faire le froid et le chaud pour 10 euros, 15 euros quand vous voulez. Donc c'est très très bien. Ok. Donc ça c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le froid. Je trouve que ça sert à rien d'être trop compliqué. Donc le chaud comme le froid, il a des nombreux bienfaits. Donc lui, moi je vais plus le conseiller pour ce qui est musculaire, ce qui est douleur musculaire plus qu'articulaire, le chaud. Le chaud, il va aider, si tu veux, à détendre les muscles tendus, contractés. Bon, il ne sera pas suffisant pour les points triggers. Les points triggers vont vraiment faire de la pression pour les casser, pour faire des micro-lésions, vous comprenez, et amener du sang et qu'il y ait cet effet de twitch, cet effet de sursaut. Et donc le froid, ça peut aider, comme je vous dis, à réduire les tensions et les douleurs. Donc ça peut les soulager. Vous avez les bains chauds, vous avez les compresses. Vous savez, tout ce qui est grains de cerise, grains de blé à mettre au micro-ondes. Combien de bouillottes comme ça j'ai brûlé. Vous avez les bouillottes d'eau. Moi je trouve ça bien. Mais bon, j'ai eu un souci un jour avec une bouillotte d'eau éléphant. L'eau elle est sortie. Du coup ça m'a un peu traumatisé ce truc-là pour moi. Mais vous connaissez tout ça. Donc ça peut aider des douleurs chroniques, effectivement, comme les crampes, l'arthrite, etc. Donc le chaud va améliorer la circulation sanguine, pas de la même manière que le froid, mais il va avoir une action dilatante, en fait. Il va dilater les vaisseaux sanguins, donc pareil, oxygénation des tissus, meilleure circulation. Il va permettre d'éliminer les toxines par la transpiration. Donc on pense notamment au sauna, au hammam. Comme le froid, il va réduire le stress, il va réduire les niveaux de cortisol, sensation de bien-être, ce genre de choses. Il peut soulager des congestions comme les rhumes, les sinusites. On pense notamment à cette chaleur humide pour aider à décongestionner les voies respiratoires. Vous savez, comme on fait avec les bébés, ou par exemple dans La planète des singes, ceux qui l'ont vu, où il prend le bébé singe, la César, et comme si c'était un bébé, il fait couler un bain chaud pour que au niveau de ses bronches ça décongestionne. Et le chaud peut aider avant de dormir au niveau du sommeil, au niveau de la relaxation. Donc vous comprenez, moi je vous conseille d'alterner parce que vous avez des bienfaits dans les deux. Donc moi j'ai longtemps été sur le chaud avant d'être sur le froid. Et prenez ce que vous voulez, vous comprenez, hein. Vous prenez ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas, vous prenez. Moi je suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis simplement là pour vous aiguiller, vous donner des pistes de réflexion, des outils que je me sers. Et j'ai certains, j'aime pas le mot, j'ai pas le droit de dire patient, je dois dire client, mais j'aime pas ce côté financier. Moi je sais quoi avoir mal, je m'en fous un peu de l'oseille un peu, tu vois, faut que je vive, mais c'est pas mon problème. Je fais pas ça pour ça. De toute façon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment et qui savent que je suis une personne entière, sans langue de bois, et que j'essaye toujours d'être plus ou moins nuancé. Je sais pas tout, mais j'essaye d'être le plus synthétique possible et le plus complet possible, et surtout vous donner des outils les plus pratiques et accessibles tout de suite pour gérer la douleur. Moduler la douleur pour vous permettre de bouger mieux, plus. Et plus vous bougerez, moins vous aurez mal. Parce que plus vous bougez, plus vous faites des endorphines, plus vous lubrifiez vos articulations. On l'a vu, plus vous permettez cette imbibition, c'est-à-dire cette absorption cartilagineuse des molécules pour s'hydrater, plus vous allez faire d'oxygénation au niveau des muscles. Il faut que ça bouge, vous comprenez? C'est ça le souci de la douleur, c'est qu'il y a des choses qui ne bougent plus correctement, ou trop ou pas assez. Vous comprenez le bordel? Donc pour le chaud, je sais que moi tous les matins, comme astuce que je fais, c'est con, mais je vais vous le dire, vous allez dire, ah ouais, mais pourquoi je n'ai pas pensé, ça se trouve. Moi le matin, je me lève, je suis comme ça, j'ai mon pyjama ou mon t-shirt ou quoi, je prends mon sèche-cheveux et je le mets pour me
dans mon dos pour me décongestionner. Le sèche-cheveux, c'est con, mais pensez-y. C'est con, mais le matin, c'est chiant d'allumer le micro-ondes, mettre une bouilloire, machin. Vous voyez, c'est pas toujours pratique. Alors que le sèche-cheveux, vous avez de la chaleur tout de suite. Ça peut vous aider un peu à vous désenraidir le matin. C'est une petite astuce de grand-mère, si on peut dire, mais c'est des trucs bêtes. Des trucs bêtes. Voilà, sèche-cheveux, je sais que ça peut être utile. Moi, je sais que par exemple, quand je masse des gens pendant 2-3 heures sur ma table, à force de ne pas bouger, ils commencent à avoir froid parce qu'ils ne bougent pas. Et en plus, tu les masses, tu réveilles le système parasympathique. Donc, du coup, le corps baisse sa température comme s'il allait dormir. Vous comprenez que le système parasympathique, c'est régénération-repos. Et que le système sympathique, c'est combat-fuite. Et quand tu masses quelqu'un, tu libères des endorphines. Donc il est un peu en état, pas de sommeil, mais vous comprenez, ça réveille le système parasympathique. Comme quand on fume, on réveille le système parasympathique. Le tabac réveille le système parasympathique. C'est pour ça que les gens en fument en général, parce que ça les détend en réveillant le système nerveux. Parce que le tabac libère de la dopamine et mime les effets de l'acétylcholine dans le cerveau. Et même s'il ne fait que mimer l'acétylcholine dans le cerveau, l'acétylcholine, c'est la mémoire, l'apprentissage et la contraction musculaire. Et la dopamine, c'est, je vous l'ai dit, l'hormone dominante dans un cerveau humain, au niveau du cortex. Le cerveau, il baigne dans la dopamine. Le cortex préfrontal et le striatum baignent dans la dopamine, ce qui fait que le cerveau humain, il est à dominance dopaminergique, je vous l'ai dit. Et la dopamine, c'est pas que le plaisir circuit récompense, c'est aussi le contrôle moteur fin. C'est pour ça que vous allez avoir chez Parkinson un souci au niveau de cette dopamine. Je parlais cet après-midi avec une amie à moi justement de Parkinson et de Alzheimer, et je lui disais, mais tu sais, Parkinson, c'est une protéine de l'intestin qui remonte le long du nerf vague, la protéine Tau. Et les gens, et cette protéine Tau, tu vas la retrouver dans certaines formes de Alzheimer. Les formes de Alzheimer ne se valent pas, comme les formes de Parkinson. C'est très complexe tout ça, je ne comprends pas tout, hein. J'ai que des notions de ces pathologies, mais je sais que dans Parkinson, tu as la protéine Tau, dans Alzheimer, tu as la protéine Tau parfois, et la protéine bêta-amyloïde. Et on est toujours sur des protéines, et les protéines intègrent les signaux douloureux et les processus émotionnels, et surtout vont réguler, si tu veux, l'expression génétique. Donc ça reste des soucis épigénétiques. Vous comprenez? On a tous des gènes plus ou moins déficients. Mais ce qui va se poser souci, c'est l'expression génétique. Et donc c'est pour ça que les thérapies génétiques se penchent sur des médicaments, mais ils n'y arriveront pas, je pense, parce que ils n'ont pas compris qu'on a cette charge émotionnelle pour apprendre et qu'on est plus sur un souci de comportement et que les facteurs ne sont pas assez, à part pour certaines maladies peut-être génétiques auxquelles on peut pas, ouais, je veux dire qui sont trop ancrées et auxquelles on peut pas compenser autrement. Voilà, peut-être dans cette chose-là, je ne veux pas être trop extrême. Mais en tout cas, ils travaillent sur des procédés de silencer et d'enhancer, c'est-à-dire de créer du matériel qui permette de rendre des gènes silencieux pour qui s'expriment moins ou qui s'expriment plus. Vous comprenez? Et l'environnement et les protéines vont induire cette expression génétique. Et pour une cellule humaine, je vous l'ai dit, la protéine qui fait l'expression génétique, c'est celle qui réagit au stress, c'est la P53. Et la P53, celle qui va organiser le destin cellulaire, elle va le décider de la vie ou de la mort de la cellule. C'est la même protéine qui répare l'ADN, mais quand le stress est trop long, c'est la même protéine dans la cellule qui fait que la cellule meurt. Et dans 90% des cancers, vous allez avoir un souci de mutation génétique au niveau de cette protéine d'expression, au niveau de cette protéine de réparation d'ADN, qui va être, on l'appelle la gardienne du génome, je vous l'ai déjà dit. Et je vous dis ça parce que Alzheimer, si on regarde, ça touche les personnes âgées, et on sait que les personnes âgées ont de moins en moins d'interactions sociales. Et donc forcément, on a moins d'empathie envers eux, ils en ont moins envers les autres, ils développent moins leur imagination. La perte d'interaction sociale, ça fait que le cerveau, il n'aime pas. Il ne travaille pas, il devient feignant. Et il devient déficient parce qu'il ne s'entraîne plus. Et les gens qui sont âgés, tu as remarqué, ils dorment de moins en moins. Et le fait de ne pas dormir, ça fait que le système lymphatique ne s'allume pas, ou moins. Et le système lymphatique, c'est un réseau vasculaire dans le cerveau qui s'allume quand je dors, qui mange les débris cellulaires. Et le souci d'Alzheimer, c'est que vous allez avoir des agrégats, un agglutinement de protéines qui vont faire ces démences. Vous comprenez? Le cerveau n'arrive plus à se purger. Et donc, quand il y a une pathologie, une douleur, peu importe, moi je dis toujours, le meilleur médicament, c'est le sommeil. Parce que le sommeil, c'est vraiment ce qui purge mon cerveau, ce qui le nettoie.
Si je ne dors pas, je n'apprends pas. Si je ne dors pas, je n'oublie pas. Et donc si je ne peux pas modifier mon comportement si je ne dors pas, parce que je ne peux pas apprendre. Je ne peux pas consolider ma mémoire si je ne dors pas. Et l'oubli est aussi nécessaire que le souvenir, vous comprenez. Et quand il y a une douleur chronique, c'est un problème d'oubli. On n'arrive plus à oublier. Donc c'est un problème d'oubli et d'apprentissage, parce qu'on n'arrive pas à remplacer le schéma, l'expérience par une nouvelle expérience. Et donc cette expérience, elle a figé le cerveau, mais à la fois le muscle. Et donc il faut travailler les deux, le muscle et le cerveau. C'est ce que je fais en consultation. Tu ne peux pas travailler que le cerveau, que le muscle d'un côté. C'est toujours un axe neuromoteur. C'est toujours un lien neuromusculaire. D'accord ? Et donc pensez à ça. Soyez ouverts d'esprit, les amis. Trouvez des outils qui agissent sur votre cerveau, sur votre environnement, et réunissez un maximum de facteurs pour apprendre à apprendre, comme j'aime vulgariser. Donc, bien sûr, vous avez aussi les lampes infrarouges que vous pouvez acheter pour votre maison. Ce n'est pas uniquement destiné aux kinés, hein. Vous pouvez en acheter à la maison. Vous avez la marque Sanitas, par exemple, sur Amazon, qui est pas mal. Vous avez la marque Medisana, que vous connaissez sûrement. Vous avez la marque Burer, B-E-U-R-E-R, qui est allemande, qui est pas trop chère. Je sais que Philips faisait des belles lampes infrarouges très grandes, mais ils les font plus, je crois. Mais c'était des bonnes lampes et tout. Moi, j'en avais une sur pied, j'avais acheté un bras, et je l'ai fait tomber une fois, c'était fini. Ça m'a servi de leçon. Du coup, j'ai une Burer que je porte et que je mets sur le dos des gens, lampe infrarouge. D'accord ? Donc l'infrarouge, il a d'autres bienfaits, parce qu'il va avoir les bienfaits du soleil. Donc heureusement que je viens d'y penser, parce que j'allais même pas vous le dire. Je sais plus si c'est la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, une des deux. Je sais que les blessés de guerre, on les soignait, entre guillemets, on se servait du soleil comme moyen thérapeutique. Parce que le soleil, dedans, vous avez de la lumière, et vous savez, je mets un cristal au niveau de la lumière, et j'ai un arc-en-ciel. Vous voyez ce truc-là, prisme ? Et ben, la lumière bleue, elle est bactéricide, elle tue les microbes. Alors que la lumière rouge, elle va aider la cicatrisation au niveau du collagène, etc. Et ça a été trouvé par la NASA au niveau infrarouge. Les bienfaits de la lumière et tout ont été surtout développés par la NASA. Et donc les lampes infrarouges, c'est comme un soleil à disposition. Donc allez-y, il n'y a aucun souci. Juste protégez vos yeux, quoi. Comme toujours. De toute façon, ils donnent des lunettes avec. Si vous voulez, si vous risquez d'avoir la lumière dans vos yeux quand vous mettez votre lampe infrarouge. Donc c'est pareil, l'infrarouge, c'est de la lumière. Et la lumière, la couleur n'existe pas vraiment, c'est des ondes. Et donc les ondes vont pénétrer. Donc elles peuvent pénétrer profondément dans les tissus. Alors, la lumière infrarouge pénètre profondément, donc elle peut apaiser de douleurs musculaires et articulaires. Moi j'ai tendance à penser qu'au niveau articulaire, je vous l'ai dit, le froid c'est mieux. Mais libre à vous, essayez, vous voyez, ça vous fait du bien, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Hein. Et le mieux, moi je dis alterner. Comme ça, vous êtes sûr de prendre les bienfaits des deux. Pas de distinction. D'accord ? Donc pareil, l'infrarouge, il va faire comme le chaud, récupération des tissus, oxygénation, il va détoxifier, il va relaxer. Et le froid, comme je vous l'ai dit, il va faire de la régénération cellulaire. Et parce qu'il va accélérer, si tu veux, le renouvellement cutané, donc la cicatrisation. D'accord ? Et le soleil directement, ce qui est bien en plus de l'infrarouge, c'est que vous allez aider évidemment à synthétiser la vitamine D qui est essentielle pour des os, mais aussi, je vous l'ai dit, la vitamine D, elle est immunomodulante. Donc c'est pas que les os, contrairement à ce qu'on pense. Donc la lumière solaire, elle augmente la production de sérotonine. Donc on connaît ces histoires de dépression saisonnière. Donc vous avez ces lampes de luminothérapie que vous pouvez acheter, ça ne vaut pas très cher si ça vous fait du bien. Donc pour la peau, mais c'est toujours pareil, en petite dose, le soleil peut aider à traiter certaines affections cutanées comme l'acné ou le psoriasis. Mais c'est pareil, l'acné, vous avez cet effet rebond, il faut être vigilant. Vous savez, la peau s'épaissit avec le soleil et donc on a l'impression qu'on a moins d'acné. Et quand le soleil passe, quand il n'y a plus de soleil, vu que la peau se retrouve sa texture normale et son épaisseur normale, là les boutons sortent. Donc je sais que l'acné c'est pas aussi simple, l'acné c'est super compliqué en vrai. Vous avez différentes souches de bactéries d'acné, Propionès, bactéries, je sais pas quoi, de l'acné, le microbe de l'acné, le truc de l'acné. Il y a des souches qui sont bien, au contraire qui protègent la peau,
il y a des souches qui sont pathogènes. Donc c'est pareil, les microbes ne sont pas tous les mêmes. Les microbes, c'est une flore, il y a un équilibre qui doit être parfait, ni trop, ni pas assez. C'est pas le même, c'est pas le même microbiome de la peau, de la langue, des intestins. Vous voyez, des muqueuses, vous avez pas des yeux, vous n'avez pas les mêmes microbiomes suivant le terrain, la localisation au niveau du corps. La flore cutanée, c'est pas la même que la flore buccale, la flore, vous comprenez, des intestins, etc. Donc, si vous voulez, moi j'ai tendance plus à être dans une approche préservatrice, tu vois. Et je sais pas pourquoi je vous parle d'acné en ce moment, mais peut-être le soleil qui m'y fait penser, comme le soleil commence à revenir. J'aurais tendance plus à... Quand il y a une surproduction de sébum, c'est que la peau se sent agressée en général. Donc plutôt que d'être dans des produits décapants, très agressifs, anti-boutons, vous comprenez, des crèmes ultra agressives, ultra acides, ultra brutales, j'ai tendance plutôt à être doux avec la peau, à conseiller à être doux. Comme je vous l'ai dit, changer le savon en premier. L'eau qui est calcaire, l'eau qui est dure, c'est très asséchant pour la peau. Si elle est asséchée, elle crée du sébum, donc de l'acné. Vous avez les masques de fruits. Je sais que je sais pas, j'ai oublié. Vous savez, au niveau des acides de fruits, hein, le plus petit au niveau moléculaire, c'est le AHA, je sais plus là. Certains doivent connaître. N'hésitez pas à commenter ce truc-là. Et vous comprenez, c'est juste une analogie que j'essaie de vous faire, juste pour vous dire que pensez plus à rendre la chose la plus physiologique possible, la plus fonctionnelle possible. Et interrogez-vous plus sur ce qui a le mécanisme sous-jacent qui fait l'expression pathologique, quelle que soit la pathologie, que combattre le symptôme lui-même. Je vous rappelle que symptôme, syn ça veut dire ensemble et ptôme ça veut dire tomber en termes d'étymologie. Donc un symptôme c'est déjà tomber ensemble et un syndrome est un ensemble de symptômes. D'accord ? Donc le soleil, il est pas... J'avais lu un livre sur le soleil qui était super intéressant d'ailleurs par une dermato. Elle disait que le soleil, en fait, il fallait les lunettes de soleil, c'était pas toujours bon parce qu'on protège les yeux, mais le souci c'est que comme l'œil ne voit pas la lumière, il pense pas à épaissir sa peau lui-même. Et donc c'est sûrement vrai. Je pense que le fait de voir le soleil, ça dit au cerveau, il fait chaud, il y a du soleil, j'épaissis ma peau pour me protéger. Et pareil avec les crèmes solaires. Les crèmes solaires, c'est ultra cancérigène, ça bouche les pores. Les crèmes solaires, c'est du poison, il n'y a aucun doute là-dessus. Parabènes, toutes ces merdes, d'accord ? Donc je suis sûr qu'il y a d'autres alternatives naturelles. Je ne les connais pas, mais je pense qu'il y a des alternatives naturelles à presque tout. Donc je sais que dans la chaleur, comme je vous avais parlé d'acupuncture, je vais finir dessus. Je sais que les Chinois, ils ont la moxibustion, qui est une sorte d'acupuncture, si tu veux, mais avec du feu. Et du coup, vous avez ce truc de chaleur énergétique qui est pris en compte. Donc voilà. Donc je pense que c'est assez complet. Donc n'hésitez pas. Je vous ai parlé des saunas. Vous avez des saunas portables. Je sais que moi j'en ai un. C'est une marque allemande. Ça s'appelle. J'ai oublié. Vous en trouvez sur Amazon. C'est médical. Je sais plus quoi. J'ai oublié le mot, les amis. J'essaierai de vous trouver la ref. Si je la retrouve, je vous la mettrai en description. Donc je vous mettrai en description quelques outils. Je vous ai dit le Loose K2, je vous dirigerai vers le site du monsieur. Je vous mettrai Actipoche de chez Cooper, comme ça vous allez pouvoir faire froid-chaud alterné pour seulement 10 €. Je vais vous mettre le sauna portable si je le retrouve. Éventuellement, je vous mettrai une référence de lampe infrarouge. Moi j'en ai une, je l'utilise depuis des années, elle n'a jamais claqué. Donc je vous enverrai ma référence, comme je sais que c'est... Moi je m'en sers tout le temps. Donc je vous enverrai ça et j'espère que ça vous aidera beaucoup. Donc la prochaine vidéo, les amis, comme je suis dans les vidéos outils en ce moment, on va rester sur la lancée. Je vous ferai une petite vidéo sur les cataplasmes d'argile. Donc une très grande médecine, une très vieille médecine oubliée, pas assez mise en avant, qui a beaucoup de vertus et beaucoup plus qu'on ne le pense. Une très très vieille médecine. Utilisé, je ne sais pas par qui, probablement par les Égyptiens en premier, je suppose. Je sais que le premier document médical qui a été retrouvé, c'est un papyrus égyptien. C'est un codex, c'est le plus vieux
document médical, c'est un papyrus égyptien. Et je vous dis ça parce que dans des fresques en Égypte, on a vu qu'ils avaient déjà ils maîtrisaient déjà la réflexologie. On a des fresques en Égypte, on voit les hiéroglyphes, tu sais, ils sont de profil comme ça, et on voit qu'ils massent les pieds, ils massent les mains. Donc ils avaient déjà notion de ces canaux énergétiques, et sans tomber dans le spirituel, il est certain que tout est énergie, que tout est harmonie, et que si on ne travaille pas de manière assez globale, on ne permet pas de réharmoniser le système. Le système, c'est pas qu'il peut plus, c'est qu'il a oublié. Donc j'ai beau avoir tous les systèmes opérationnels, si j'ai pas la mémoire qui unifie le système, c'est-à-dire que le corps peut faire du traitement de calcul, je peux avoir ma puissance de traitement de calcul, mais si j'ai pas la mémoire qui unifie le système, je merde. Donc il faut penser en termes de mémoire, principalement, et évidemment de sensations et de tensions, pour que ma mémoire puisse exploiter ces informations et module une réponse immunitaire. Je vous rappelle que le cerveau ne génère pas l'information, il ne fait que la traiter. Et que le cortex insulaire, qui gère la conscience de soi, les émotions, les commandes prémotrices, la vessie qui s'ouvre, qui se ferme, l'évaluation de la douleur, l'intensité de la douleur au niveau de la peau, la température au niveau de la peau, qui parle jusqu'avec l'intestin, l'empathie, l'altruisme, la générosité, le langage, c'est le même cortex insulaire. Et ce cortex insulaire, il fait que moduler la réponse immunitaire. Elle arrive de tout ce qui est mou. Et donc, il va falloir traiter la peau, les tendons, les muscles, les articulations, les organes, etc. pour que votre cerveau ait les meilleures informations auxquelles il puisse répondre. Donc, souvent, ce que je dis, pour taper dans un cerveau, il faut taper dans la peau et l'intestin. Vous êtes sur les meilleures interfaces neurologiques en réalité. D'accord ? Parce que dans le ventre, vous avez des neurones. Dans le ventre, vous avez 200 millions de neurones, l'intelligence d'un chat ou d'un chien. Dans le cœur, vous avez des milliers de neurones. On parle du petit cerveau du cœur, si tu veux. Et dans le cerveau, vous avez des milliards de neurones. Et la peau a la même information génétique qu'un neurone, mais l'information n'est pas traduite de la même manière. La peau est un cerveau mis à plat. D'accord ? Donc je vous souhaite beaucoup de courage, les amis. Likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à venir me consulter en présentiel comme d'habitude. J'essaye de prendre le temps. En général, je prends les gens 2 jours d'affilée quand c'est chronique et je le compte comme une séance. Donc je fais des séances très intensives de 4-5 heures sur 2 jours pour vous autonomiser. Trouver l'étiologie de la cause, adapter un protocole d'exercice et d'hygiène de vie et d'alimentation. Et je fais un peu de coaching en neurosciences cognitives, comme vous pouvez le voir, pour que vous compreniez ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pour que vous puissiez vous impliquer et que vous obteniez des résultats le plus durables possible. Donc je vous donne des protocoles de 1 mois et demi, 2 mois, pour que vous ayez besoin de personne, pour que vous puissiez être acteur de votre guérison. Et moi je suis simplement là pour vous guider et essayer de vous amener des pistes de réflexion solides et des outils concrets pour répondre à vos attentes en étant le plus raisonnable possible. Vous comprenez, un cerveau c'est mystérieux, un corps c'est mystérieux, personne ne comprend tout, même si on comprend certainement assez de choses. Le souci c'est qu'il n'y a pas de vision globale. Pour moi, c'est certainement la plus grande reproche que je peux faire à la médecine moderne et à la médecine remboursée, c'est de n'avoir aucune vision globale. Et si on n'a pas de vision globale, on ne peut pas appréhender un problème de manière assez créative. Et si on n'est pas créatif, on n'est pas ingénieux. Et le corps, il est ingénieux. Il sait ce qu'il doit faire, mais il ne sait plus comment faire. Il a les capacités. Donc il faut lui redonner, il faut lui réapprendre comment faire. Et donc, il faut lui donner ce qu'il veut. Et le corps, si on lui donne ce qu'il veut, il va répondre. S'il ne répond pas, c'est qu'il ne comprend pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne comprend pas. Donc il faut parler son langage. Et donc il faut lui parler en termes de biologie cellulaire. Vous comprenez ? Donc n'hésitez pas à me consulter, à me poser vos questions. Je réponds du mieux que je peux, quand je peux. Je reçois quand même pas mal de messages, surtout sur Facebook. Je suis très actif sur Facebook. Donc des fois, n'hésitez pas à me relancer. Des fois, je reçois un message, je l'ouvre pas parce que je sais que si je l'ouvre, je vais oublier d'y répondre et je vais pas y répondre. Je vais zapper. Donc des fois, je vois vos messages, je l'ouvre pas pour être sûr de même une semaine après, je vais l'ouvrir et je vais prendre le temps de lire et de répondre. Donc n'hésitez pas à me consulter, je vous ai dit, et je vous souhaite bon courage, bons exercices, et je vous donne rendez-vous à
J'essaierai de vous la faire bientôt. De toute façon, je vais être actif ce mois-ci. Une nouvelle vidéo sur les cataplasmes d'argile. Et on va avoir, je vais vous donner un mode d'emploi simple pour faire vos cataplasmes d'argile antidouleur, anti-inflammatoire, etc. Je vous ferai un mode d'emploi simple avec quelques huiles essentielles, leurs bienfaits. On va essayer d'être très synthétique, très efficace. Et je pense que ça va vous aider et je l'espère sincèrement. Je vous fais des gros bisous les amis, à très vite.